Se comporter de manière plus vertueuse pour l'environnement est un vrai parcours du combattant. Premièrement, il faut avoir conscience du problème, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, aussi bien concernant le changement climatique que la crise de la biodiversité. Ensuite, une fois au courant, il faut passer à l'action. Or, il existe tout un tas de barrières structurelles, économiques, politiques ou encore psychologiques qui nous empêchent d'agir. Si ce sujet vous intéresse d'ailleurs, je vous conseille le tout premier épisode de ce podcast. Enfin, une fois qu'on connaît le problème, qu'on a levé toutes les barrières et qu'on est fin prêt à agir, il reste à savoir comment le faire de façon efficace. Et à ce niveau-là, vous pouvez compter sur certaines entreprises pour brouiller les pistes. Car agir de manière efficace, ça veut souvent dire acheter moins de produits ou de services de beaucoup de marques. Alors ces dernières abusent de subterfuges pour faire croire aux consommateurs que ce qu'elles vendent ne nuit pas ou si peu à l'environnement et au climat, c'est ce qu'on appelle le greenwashing. Et depuis quelques années, il est partout, et donc il est essentiel de le combattre pour que nos sociétés réussissent leur transition. C'est en tout cas le but du livre Greenwashing, manuel pour dépolluer le débat public, écrit par un collectif de chercheurs de tous bords, mais qui ont en commun le souci de la question écologique. Et dans cet épisode, je reçois l'une d'entre eux, Laure Tellière, maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l'université Toulouse Jean Jaurès. Vous écoutez Échange climatique épisode 23, comment le greenwashing freine-t-il la transition écologique ? Bonjour Laure Tellière. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît ? Alors, je suis maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l'université Toulouse Jean Jaurès, membre du laboratoire Framespa et membre d'un collectif scientifique toulousain, l'ATECOPOL, l'atelier d'écologie politique. Alors, qu'est-ce que l'ATECOPOL ? Alors, l'ATECOPOL, c'est une initiative originale qui a maintenant 3 ans et demi et qui réunit des chercheurs et chercheuses soucieux de la question écologique et soucieux d'essayer de trouver des nouvelles manières d'y répondre et de se positionner en tant que scientifiques, notamment pour intervenir dans le débat public, pour accélérer les transformations avec notre rôle de chercheurs et de chercheuses, c'est-à-dire en activant cette interface science et société, en explorant des nouvelles manières de la faire vivre pour diffuser les connaissances scientifiques, diffuser les réflexions à ce sujet, les réflexions en large interdisciplinarité. Donc aujourd'hui, on est là pour parler de l'ouvrage collectif de l'ATECOPOL qui s'appelle Greenwashing, manuel pour dépolluer le débat public, que vous avez co-dirigé avec 2 autres chercheurs. Est-ce que vous pouvez nous les présenter ainsi que nous parler de ce livre, s'il vous plaît ? Oui, bien sûr. On est 3, nous sommes 3 à avoir co-dirigé cet ouvrage, donc moi-même avec Aurélien Berland, qui est philosophe et qui d'ailleurs vient d'être recruté comme maître de conférence à l'université Toulouse Jean Jaurès, et Guillaume Carbou, qui lui est maître de conférence en information et sciences de l'information et de la communication à l'université de Bordeaux. Nous sommes tous les 3 membres de l'ATECOPOL. Et il y a dans les rédacteurs de l'ouvrage 37 spécialistes, des collègues universitaires, soit toulousains comme nous, soit d'ailleurs, plus quelques journalistes ou professionnels engagés, spécialistes de certaines questions. Donc, il faut dire que ce manuel pour dépolluer le débat public, donc dépolluer le débat public du greenwashing, que nous, on considère extrêmement présent et qui devrait l'être encore plus dans les années qui viennent, selon nos hypothèses, hélas, ça se présente comme un manuel, donc un manuel on souhaiterait relativement grand public, que les gens peuvent s'approprier autour de 24 entrées thématiques qui permettent de balayer la question avec des textes assez courts qu'on peut lire de manière tout à fait fractionnée et en fonction des centres d'intérêt de chacun, de l'envie d'approfondir un thème, etc. Donc ça va de l'agriculture durable à ville durable, en passant par énergie décarbonée, par compensation, par véhicules électriques, véhicules propres, etc. Du coup, qu'est-ce que le greenwashing ? Alors, le greenwashing, c'est une notion qui au début sert à désigner de manière un peu simple, en quelque sorte, des effets de verdissement de façade. En gros, pour désigner le fait qu'on essaierait de promouvoir, de vanter un produit ou une activité, un service qui serait écologiquement vertueux,
ou même les efforts d'une institution ou d'une organisation pour aller dans le sens du développement durable, par exemple. Bon. Ça, c'est la définition de la forme ancienne du greenwashing que je pense ou j'espère qu'aujourd'hui la plupart des gens ont en tête. Ce sont toutes ces mentions sur les packaging éco-friendly, 100% naturel. Ça va même, vous dites dans le livre, jusqu'à insérer des sons de chants d'oiseaux dans les pubs. Dans cette forme-là, on peut dire que le greenwashing, c'est un mensonge. Oui, on peut dire ça. En fait, le greenwashing, ça recouvre vraiment plusieurs choses. Hein. Ça peut être le fait, par exemple, de vanter la prise en compte minimale sur quelque chose comment dire, de vraiment secondaire de l'enjeu environnemental, alors qu'on masque le fait de ne pas s'y intéresser sur le fondamental. Bon, vous donniez tout à l'heure l'exemple de packaging vert, ben, ça peut être ça, c'est-à-dire on dit désormais le produit il est avec du carton recyclé. Oui, mais le produit lui-même il pose problème. Il pose problème dans sa production, dans son absence de recyclage, etc., etc. Ses usages, même voilà. Donc aujourd'hui encore, le greenwashing peut porter sur des choses qui en soi sont peut-être bonnes, mais soit elles ne sont pas appliquées, soit on transforme l'application qu'on en fait. C'est-à-dire que bon, vous avez parlé tout à l'heure de la voiture propre. La voiture propre, c'est autrement dit la voiture qui ne participerait pas à l'émission de CO2. Oui, on peut y voir un progrès. Mais quand on nous fait croire qu'on va continuer avec la même mobilité individuelle, le même nombre d'automobiles, simplement en les rendant propres, sans s'interroger sur ce que ça veut dire de produire cette énergie dite propre, c'est un méga greenwashing. Donc ça, c'est le concept classique de greenwashing, c'est la définition qu'on peut trouver partout sur Internet. Mais dans votre livre, vous élargissez le scope. Le sous-titre du chapitre d'introduction, c'est greenwashing, du verdissement de façade au verrouillage de l'avenir. Qu'entendez-vous par verrouillage de l'avenir ? Oui, alors c'est vrai que dans notre livre, il y a 24 entrées. Et nous, les 3 coordinateurs, on a souhaité faire une introduction que les gens peuvent lire avant ou peuvent lire après, ça peut aussi servir de conclusion, qui est une manière de monter en généralité et vraiment de penser en tant que tel ce phénomène de greenwashing comme une espèce de processus majeur aujourd'hui à l'œuvre dans nos sociétés. Pas simplement quelque chose de marginal, des petits enfumages portés par telle ou telle entreprise ou etc. sur tel ou tel produit. Non, non, comme un phénomène structurel. À mesure que l'enjeu écologique s'accroissent aussi les manœuvres de greenwashing qui peuvent être d'ailleurs volontaires, cyniques, vraiment délibérées à viser de tromper, ou alors simplement, et c'est comme ça aussi qu'on l'analyse, qui sont de nouvelles manières de se tromper quant à l'enjeu écologique, de mal le saisir et évidemment de mal y répondre. Une sorte, d'aveuglement collectif, d'illusion collective produite par notre monde social, par son cadrage culturel, politique, économique, qui nous entretient dans le greenwashing. On veut désormais assez largement répondre à l'enjeu écologique. Je crois que la plupart des gens ont compris que c'est très grave, qu'il faut y répondre d'urgence. Le GIEC n'arrête pas de le dire. Bon, maintenant, il y a un alignement par les décisions de la COP de Paris, etc., les gouvernements qui disent oui, on met en œuvre des politiques. Mais nous, ce qu'on constate, c'est qu'en vérité, comme on ne va pas au bout de la réflexion, on ne remet pas en cause un certain nombre de cadres structurels de notre société, eh bien, on continue à s'enferrer dans des réponses qui n'en sont pas, qui, d'une part, soit ne sont pas à la hauteur, soit, ce qui est plus grave, vont produire de nouvelles impasses. Et du coup, étant donné l'accélération des phénomènes, l'accélération des effondrements écologiques, ou que ce soit sur le climat, la biodiversité, tout un tas comme ça de marqueurs que le bouleversement écologique s'accroît, on passe des seuils. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire, c'est pas seulement que c'est grave, c'est qu'on est en train de voir des choses qui vont devenir irrécupérables. Qui vont nous faire basculer vers un monde beaucoup, beaucoup moins agréable à habiter. Voilà. Et du coup, tout ce qui retarde l'action réelle pour y répondre devient une manière de verrouiller l'avenir. Ça prend un critère de gravité beaucoup plus important. Et d'ailleurs, on peut prendre pour preuve de ce que vous dites l'exemple de la voiture électrique.
Si on remplaçait toutes les voitures thermiques du parc automobile mondial par des voitures électriques, si tant est que ce soit possible en termes de ressources, on s'enferme dans un système ou plutôt on rate une occasion de sortir d'un système sans avoir totalement résolu les problèmes de gaz à effet de serre, car il faut bien en émettre aujourd'hui pour produire une voiture électrique. Mais surtout, on n'a absolument pas résolu les problèmes de consommation d'espace qui se fait souvent au détriment de la biodiversité ou de terres fertiles. Et on n'a pas non plus résolu le problème des pollutions liées à l'extraction minière dont on a besoin pour produire ces voitures. Exactement, c'est-à-dire que certainement les voitures électriques font partie des solutions, mais si les gouvernements et les industriels prétendent qu'on va juste remplacer à l'identique les voitures et tout va aller bien, si on ne s'interroge pas sur comment on construit les mobilités, si on ne propose pas des alternatives aux déplacements individuels tous azimuts, si on ne questionne pas peut-être notre logique du tout mobilité dans tous les domaines, que ce soit le travail, les loisirs, etc., avec une expansion continue, une tendance à l'expansion des distances parcourues, etc., tout ça, la voiture électrique ne résoudra rien. Elle produira un énième effet rebond, parce que là, derrière la voiture électrique, il faut construire des batteries. Donc derrière, il y a des métaux, il y a la question de l'extractivisme. C'est une illusion de croire que les énergies propres non décarbonées n'ont pas d'impact. Bien sûr, il faut aller vers des énergies décarbonées, mais elles ont aussi un impact. Ça ne peut être une solution que si on pose ça dans un cadre général qu'on repense et qui n'est plus celui de la croissance illimitée, du toujours plus, du consumérisme effréné, en tout cas dans nos sociétés du Nord, qui sont les sociétés développées et riches et qui pèsent très largement sur la planète, beaucoup plus que d'autres habitants de ce monde. Voilà. Comment vous expliquez cette omniprésence du greenwashing sans que ça ne choque personne ou très peu finalement? Dans votre intro, par exemple, vous dites que c'est l'ère du temps, entre guillemets, qui est propice, car on est dans une ère, je vous cite, d'économisme, de solutionnisme technologique et de la pensée en silo. Et pour le biais de la pensée en silo, vous prenez comme exemple l'aviation, que je trouve particulièrement symptomatique. Oui, alors ces trois biais, effectivement, on les rappelle parce que selon nous, ils participent justement, quand vous demandiez tout à l'heure qu'est-ce qui produit du greenwashing dans notre société, là on parle de l'ère du temps, effectivement c'est ce type d'approche d'abord à travers l'économie. L'économie est le prisme qui domine notre conception des choses. On évalue tout à l'angle de ce que ça va produire de point de vue économique, quels effets ça va avoir, comment on peut monétariser les choses, les questionnements de manière à les traiter sous un angle économique, etc., etc. Or, tant qu'on fait pas un pas de côté par rapport à cette approche, évidemment, on risque de ne pas se poser les questions de fond. D'autre part, le solutionnisme technologique, on l'a déjà abordé à travers la voiture propre, c'est cette croyance, cette attente si forte dans notre époque que une nouvelle technologie va de toute façon proposer une solution à tous les problèmes. Alors, c'est vrai que les innovations sont très rapides dans quantité de domaines, que la technique produit tout un tas de solutions, voire d'améliorations pour nombre de choses, mais en même temps, là encore, si on inscrit la technique et les innovations techniques dans un cadre qui n'est pas repensé par rapport à l'impact environnemental et plus globalement, eh bien, en fait, on déplace les enjeux environnementaux. C'est quelque chose qui est très connu, qui a été bien documenté par les sciences. On déplace les impacts, on en crée d'autres, on crée des effets rebonds où finalement, c'est très net, par exemple, pour les solutions éco-énergétiques. On produit une amélioration sur la quantité d'énergie nécessaire pour un certain usage, mais du coup, l'usage va peut-être se démultiplier. Et donc, au final, on aura le même besoin énergétique. Bon, voilà. Et alors, pour la pensée en silo, effectivement, là, c'est très net. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, où il y a des objectifs affichés pour répondre à l'enjeu écologique, d'être sur une baisse des émissions, du zéro émission net, eh bien, par secteur, par entreprise, par activité, on va dire, moi, je fais un effort
Moi, je fais un effort. Finalement, j'ai électrifié mes équipements et donc je suis neutre en carbone. Ou je m'approvisionne avec du biogaz, je suis neutre, etc. Bon. Mais enfin, si on met tout ça bout à bout, au final, il n'y a pas forcément la ressource pour tout le monde. Ce qui compte, c'est effectivement de penser l'ensemble et en vérité de se poser d'autres questions. Quels sont nos besoins prioritaires ? Sur l'usage de la biomasse et des résidus d'agriculture pour produire de l'énergie, ben, si déjà avec ça, on arrive à décarboner l'agriculture elle-même, hein, pour faire tourner un certain nombre de machines, de tracteurs, etc., c'est déjà bien. Mais si par ailleurs d'autres secteurs d'activité veulent s'approprier cette ressource, ça va finir par poser de gros problèmes. Tout n'est pas possible. Et donc l'aviation, par exemple, est un secteur formidable où eux, ils ont un plan pour être neutre, hein, voilà, avec une transformation des énergies utilisées. Et donc, il y a un affichage d'aller vers une neutralité carbone de l'aviation parce que seront utilisées des énergies alternatives. Oui, mais comment ça pèse sur l'ensemble ? Comment ça pèse sur l'ensemble, c'est-à-dire sur l'ensemble de nos capacités à décarboner notre monde. En fait, il faut penser une logique globale et pas une logique sectorielle où chacun tire sa petite épingle du jeu au détriment du reste et peut-être d'activités plus importantes pour la soutenabilité à la fois environnementale et sociale. Et on peut ajouter autre chose d'ailleurs, c'est que quand on pose aussi les problèmes globaux de faire baisser notre empreinte, de faire baisser nos émissions, d'aller vers le zéro carbone, etc. Très bien. Mais alors, là, il faut aussi le regarder en fonction de qui émet dans la population. Hein. Tout le monde n'est pas évidemment pas égal. J'ai parlé tout à l'heure des distinctions nord-sud, si on veut reprendre ces grandes catégories, mais évidemment, hein, entre pays développés, pays riches, et puis les pays beaucoup plus pauvres, l'impact est considérablement différent. Mais même au sein de notre société française, hein, entre les catégories populaires et puis les plus aisés, et parmi les plus aisés, évidemment, la petite minorité des grands émetteurs, ce sont aussi les plus riches. Donc, il y a aussi une question à se poser, hein, pour faire peser une partie de l'effort sur les modes de vie les plus émissifs. Est-ce que c'est encore acceptable aujourd'hui que des gens, par exemple, soient des très, très, très gros consommateurs de vols aériens pour aller constamment à l'autre bout de la planète ou pour avoir des véhicules extrêmement émissifs parce que ce sont des véhicules très lourds, etc. Enfin voilà, il y a quand même une réflexion aussi à se poser sur ça. Pour que le greenwashing connaisse le succès qu'il a aujourd'hui, il faut être deux. Il faut donc un émetteur, les marques, les entreprises, mais il faut aussi un récepteur qui soit réceptif. Hein, il répond aussi quelque part peut-être à la demande des gens. C'est-à-dire que ça nous réconforte en tant que consommateurs de savoir qu'on n'est pas vraiment obligé de se remettre en question. Oui, hélas, je crois qu'il faut quand même faire ce constat, en tout cas être conscient de ça. Hein. C'est vrai que le greenwashing demande de pointer certains intérêts, certains lobbies, certaines manœuvres vraiment de défense d'intérêts corporatifs ou privés, ou voilà. Bon, ça c'est une chose, mais en même temps, on ne peut pas tout renvoyer vers les grands méchants. Et effectivement, je pense que notre porosité au greenwashing, le fait que ce soit si présent, ça vient aussi de ce que vous avez évoqué, c'est-à-dire une certaine passivité, une certaine facilité qui fait que se confronter aujourd'hui à la complexité de l'enjeu écologique et des manières dont on peut espérer y répondre, c'est compliqué. Ça demande un effort d'intelligence, un effort de remise en cause, de réflexion. Et donc, il faut espérer que de plus en plus de nos compatriotes, des concitoyens soient désireux d'aller vers ça, d'accepter de laisser tomber des œillères de la facilité pour déjà comprendre mieux les choses et ensuite essayer de se situer. Sur la compréhension des enjeux, justement, est-ce que le greenwashing ne prospère pas sur l'ignorance des gens ? J'ai en tête un sondage qui a été réalisé en novembre dernier par Ipsos sur le niveau de connaissance des 18-35 ans à propos du changement climatique et de la transition énergétique. La moitié, donc un jeune sur deux, estime que la réalité du réchauffement climatique n'a toujours pas été démontrée scientifiquement jusqu'à maintenant. Quand un jeune sur deux ne sait pas ça,
on comprend bien qu'ils peuvent facilement tomber dans le panneau du greenwashing. Oui, bien sûr, c'est évident, ce chiffre est ahurissant. J'espérerais que cette enquête n'ait pas été très bien conduite et que ce soit pas vrai, mais bon, c'est peut-être tout à fait réel. En tout cas, c'est sûr que ce qui est sûr, quel que soit le chiffre précis, c'est que certainement, oui, une grande partie, je pense, des gens n'ont pas encore conscience des choses. Soit qu'ils refusent totalement dans une sorte de déni ces réalités, et ça peut être une forme d'autoprotection, au point où on en est, c'est très grave, soit même que certains d'entre eux en aient conscience, ne soient pas dans un déni, et en même temps n'ont pas vraiment métabolisé cette connaissance, c'est-à-dire cette différence entre quelque chose qu'on sait, on en entend parler, on en entend même beaucoup parler dans les médias, même peut-être on en a un peu marre d'en entendre autant parler, et puis le moment où cette connaissance vous traverse, vraiment vous pénètre, et change votre manière de voir les choses. Et ça, c'est quelque chose, on le voit, qui s'opère progressivement chez les gens ou brutalement, mais en tout cas, il y a un moment où ça pénètre vraiment et là, on finit par se soucier d'écologie parce que on réalise vraiment ce qu'il en est. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, on est encore loin du compte. C'est pour ça d'ailleurs que nous, à la Técopole, on essaye beaucoup d'agir pour pousser à ce que les formations universitaires et plus largement du supérieur dans tous les domaines des écoles, des grandes écoles, des écoles d'ingénieurs de partout traitent mieux de ces enjeux, donnent un socle de base de compréhension à toute la jeunesse qui sort de l'enseignement supérieur. Mais c'est pas que l'enseignement supérieur. En fait, il faut agir par la formation continue, il faut agir par l'éducation populaire. Donc, c'est aussi une invite à nos collègues scientifiques de partout et quelle que soit leur discipline de participer à cet effort. C'est aussi ça notre idée à la Técopole, c'est que voilà, aujourd'hui, il faudrait que tout le monde participe à cet effort d'une manière ou d'une autre, d'essayer de faire en sorte que ces enjeux soient compris du mieux possible dans la société globale. Parce que c'est si, à tous les niveaux, tout le monde est bien pénétré de ces enjeux avec une vision assez fine, en complexité, etc., qu'on pourra le mieux faire bouger la société. Sinon, même si on prenait des bonnes mesures par en haut, au point de vue gouvernemental, politique, etc., elle pourrait s'affronter à des réactions par des groupes sociaux, des groupes corporatistes, etc., etc. Est-ce que cette ignorance, justement, n'est pas entretenue par le fait que les lieux de production ne soient pas au même endroit que les lieux de consommation? Donc je reprends l'exemple de la voiture électrique. Si les constructeurs automobiles peuvent parler au grand public de voitures propres, entre guillemets, c'est bien parce que l'extraction des minerais pour la produire ne se fait pas en France, mais en Chine ou en Amérique du Sud, par exemple, avec la pollution que ça engendre là-bas localement. Or, il se trouve qu'on a des minerais en France aussi, comme du lithium. On en a en Bretagne, en Alsace ou dans le centre, et on en a besoin surtout pour faire les batteries des voitures électriques. Est-ce que vous pensez que ce serait une bonne chose d'ouvrir des mines en France, peut-être pour accélérer la prise de conscience? Alors oui, d'ailleurs, vous avez raison d'insister sur ce point parce que ça, c'est aussi un élément clé du greenwashing. Enfin, le greenwashing dans notre monde actuel prospère sur ce fait que pour répondre à la crise écologique, eh bien, on se tourne vers des solutions qui, dans nos pays du Nord, ont moins d'impact visible et par contre vont peser beaucoup sur certaines autres régions du monde. Donc, vous avez évoqué l'extractivisme, les mines, l'enjeu énorme des minerais pour les nouvelles technologies, que ce soit les technologies numériques ou les technologies nécessaires pour la production d'énergie décarbonée, panneaux solaires, voilà. Et on peut ajouter aussi la question de la biomasse, donc des végétaux nécessaires soit pour produire de l'énergie, là encore, décarbonée, soit pour stocker les émissions carbone, puisqu'on est beaucoup maintenant sur une logique de compensation. Or, tout ça se fait en partie dans d'autres régions du monde, dans des pays du Sud, où ça a des impacts colossaux. Les mines à ciel ouvert, les mines géantes, leur pollution, etc., mais aussi cet accaparement des terres pour utiliser la biomasse dans ces pays-là. Donc ça, vous avez raison, c'est un grand vecteur de greenwashing. Du coup, pour résumer ma question, c'était si on rapproche les lieux de production des lieux de consommation, est-ce que la consommation baisserait par sobriété? En tout cas, c'est sûr que d'un point de vue éthique et politique, assumer
les conséquences de notre mode de vie, on peut dire que c'est une nécessité éthique et politique. Sinon, ça s'appelle quoi ? Du néocolonialisme, finalement, de le faire peser ailleurs. Donc, d'un point de vue éthique et politique, certainement, ce serait mieux d'assumer notre production minérale, nos pollutions, voilà. Bon, mais en même temps, voilà, les débats sont complexes parce qu'après, on comprend parfois que les gens n'aient pas envie que quelque chose de polluant ou de voir la transformation de leur environnement local, si c'est pour rester dans le même modèle consumériste de croissance continue, où certains vont pouvoir se payer des SUV qui pèsent 1,5 tonne pour voilà. Enfin, je crois que l'acceptabilité des nuisances de notre mode de développement sera d'autant plus supportable si on sait qu'on va vers une logique de cohérence, de sobriété. Donc la question est effectivement très complexe. Enfin, dernière question. Parfois, vous labellisez greenwashing des pratiques qui sont pourtant nécessaires dans la transition énergétique, comme la rénovation thermique des bâtiments, par exemple. N'y a-t-il donc rien qui ne trouve grâce à vos yeux ? Oui, ça c'est une question qu'on nous pose souvent. Est-ce que vous n'allez pas décourager tout le monde ? Est-ce que vous flinguez pas tout ? Mais alors, non, c'est pas ça la logique. Justement, la logique de l'ouvrage, c'est une logique d'intelligence, de lucidité, de précision. Voilà, dans des questions qui sont effectivement très complexes. Du coup, il y a des choses qui sont de bonnes idées, mais mal mises en œuvre, ou en tout cas où la mise en œuvre peut conduire à des effets de greenwashing. D'ailleurs, souvent, de manière générale, c'est le cas de choses qui sont des solutions si on les déploie dans un certain cadre, mais qui deviennent du greenwashing si on en fait une promesse générale. Bon, on en a parlé pour le véhicule électrique, par exemple. Voilà, si on repense pas la mobilité, si on transforme pas la mobilité, le véhicule électrique ne solutionnera rien. Il déplacera le problème écologique. Bon. Alors, pour ce qui est de la rénovation des bâtiments, de la construction, des enjeux écologiques de la construction, c'est Eric Motz, qui est architecte et spécialiste de ces sujets, qui a écrit cette entrée. Et il montre très bien que certes, depuis au moins depuis les années 90 maintenant, il y a une logique d'essayer de réduire l'impact de la construction, d'aller vers des normes techniques et des certifications pour mieux prendre en compte l'enjeu écologique, soit par la qualité de la construction avec la norme HQE par exemple, qui est extrêmement utilisée aujourd'hui dans la construction française, ou alors par les réglementations thermiques qui se sont succédées, notamment depuis le Grenelle de l'environnement dans la fin des années 90. Bon, alors ça, a priori, on peut que se dire c'est positif. Ben oui, c'est positif, il faut aller vers ça. Sauf que la mise en œuvre, c'est compliqué parce qu'en vérité, ces réglementations, d'une part, elles sont construites sur les préconisations des grands industriels du bâtiment, donc qui ont leur propre logique, leurs propres intérêts, mais aussi leur propre approche du sujet. Du coup, ce qui est préconisé sont souvent des solutions industrialistes, parfois avec des matériaux très émissifs. Ça a été une logique high-tech des bâtiments, enfin voilà, avec des choses très complexes, de l'énergie grise cachée ou des émissions grises cachées dans la production. Bon, désormais, ça a été un peu mieux pris en compte pour limiter ces effets pervers, mais même maintenant dans les réglementations les plus actuelles, il y a là encore des effets pervers, des effets pernicieux qui peuvent conduire à du greenwashing, notamment le fait qu'on est désormais sur des logiques de compensation, c'est-à-dire un bâtiment doit obéir à certains critères et objectifs par rapport notamment aux émissions de CO2, à sa construction, à son usage, mais à l'intérieur de toutes ces différentes cibles qui sont visées, on peut jouer une logique de compensation. Donc, le bâtiment peut n'être pas si performant que ça, mais s'il y a des capteurs pour des énergies du solaire sur le toit, par exemple, ça permet de gagner des bons points d'un autre côté et quelque part, ça passe. Voilà. Donc, en fait, si on regarde dans le détail, en vérité, c'est pas encore tout à fait la bonne direction qu'il faudrait prendre. En tout cas, il y a beaucoup de choses encore à améliorer pour tout simplement, là encore, se poser à la fois la question peut-être de
quelque chose de plus low-tech où on interroge vraiment le rapport de la technique constructive plus largement par rapport à l'enjeu écologique, et puis aussi des usages. En Allemagne, par exemple, où ça fait longtemps qu'ils ont développé une rénovation énergétique des bâtiments, ce qui est une bonne chose, et bien en vérité, on se rend compte que les résultats d'émissions ne sont pas si bons que ça. Pourquoi ? Parce que les gens, finalement, ça leur coûte moins cher de se chauffer, donc ils se chauffent plus et ils ont pris l'habitude de vivre à une température supérieure dans les bâtiments. Donc finalement, le résultat est pas si performant que ça. Donc c'est là qu'on voit que c'est très complexe. Et du coup, l'idée du bouquin, c'est bien ça. C'est pas désespérer les gens, mais c'est monter en compréhension de la complexité pour mieux faire face aux enjeux, tous collectivement. Merci Laure Tellière. Merci à vous. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager avec vos proches pour ne plus qu'ils se fassent avoir par le marketing vert des entreprises. Dans le prochain épisode, nous reviendrons avec un chercheur en neurosciences sur les hypothèses de Sébastien Boller développées dans son livre Le bug humain et de Yuval Noah Harari dans Sapiens. Il se pourrait que malgré ce que ces deux auteurs affirment, ce ne soit pas à cause de son cerveau que les êtres humains détruisent leur planète. Mais alors, quelle en est la véritable cause ? Abonnez-vous pour le découvrir. Il ne me reste plus qu'à remercier Gilles Marteau pour la musique et vous, bien sûr, pour votre écoute. Portez-vous bien et à la prochaine.